Bonsoir, c'est Pascaline. Ce soir, je vous parle du couple conflictuel. C'est aussi un peu la lutte pour le pouvoir. Donc, je vous ai parlé dans le couple romantique de cette phase merveilleuse où on rencontre quelqu'un, on est amoureux grâce aux hormones, on met son masque, on se montre sur son meilleur jour, on projette sur notre partenaire en fait les points positifs de nos parents, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est trouver quelqu'un qui va soigner nos blessures d'enfance et donc qui va être un peu le parent idéal que nos parents n'ont pas été, parce qu'ils n'ont pas pu ou ils n'ont pas voulu, enfin pour n'importe quelle raison. Donc voilà, donc cette phase romantique, il y a un moment où elle se termine, et elle se termine à partir du moment où il commence à y avoir un engagement concret, euh, ou une demande d'engagement. À partir de ce moment-là, chacun se rend compte qu'il va falloir pour l'autre en fait soigner des blessures qui sont conscientes ou inconscientes. Donc c'est quand même assez important, sachant qu'on ne se marie pas pour aller soigner l'autre, on se marie pour son épanouissement personnel. Quand je vous parle d'engagement, ça peut être engagement financier, immobilier, matrimonial, plein de choses différentes. Donc voilà, donc à partir du moment où on commence à parler d'engagement, ça commence à réveiller des choses chez les gens et à se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si, ça va peut-être pas être si facile que ça. Ensuite, pendant cette phase de lutte pour le pouvoir, en fait, du couple conflictuel, on se rend compte que l'autre n'est pas tel qu'il est. On a l'impression qu'il a changé, alors qu'en fait, il a toujours été le même, mais que le masque est juste tombé. Comme je vous disais, en phase romantique, il y avait des hormones, on baignait dans les hormones, un peu dans l'euphorie, dans le fait que tout le monde est parfait. Là, les masques tombent et donc on se rend compte que l'autre est capable de réveiller en nous des blessures de l'enfance. Des blessures qu'on porte en nous. Et à ce moment-là, là on se dit, oh, il y a un truc qui cloche, ça vibre, et c'est pour ça qu'on se met en colère et qu'on se dispute. C'est que chacun réveille en l'autre les blessures de l'enfance. Ça peut être des mots qui sont difficiles à entendre, des gestes, des attitudes, des comportements. Et donc là commencent les réelles disputes. Les disputes, au bout d'un moment, on se rend compte qu'elles elles sont toujours très bien cadrées. Chacun a son rôle dans la dispute. Chacun connaît son rôle par cœur. Et ça n'a ni queue ni tête, en fait. Ça n'a aucune fin. C'est constamment la même chose. En fait, si on regarde bien, ces disputes-là, ou ces conflits, ou ces comportements, en fait, ils sont hérités au-dessus de nous, de nos parents, du comportement de nos parents. Et là, c'est là, pendant cette phase-là, qu'on se rend compte que notre conjoint ou notre conjointe, notre compagnon, a en fait, des traits négatifs de l'un de nos parents. Même si c'est pas le caractère en entier, c'est un trait négatif. Et donc, en fait, on se met à rejouer en fait des situations qu'on a vécues enfant, où il y en a un qui titille l'autre, l'autre qui s'énerve, ou il y en a qui est soumis et puis l'autre qui crie fort dessus, ou il y en a un autre il y en a un qui est dans l'attente et puis l'autre qui fuit. Donc, il peut se rejouer toutes sortes de scénarios de ce qu'on a vécu quand on était enfant. Alors pour vous parler de la suite, il y a aussi des comportements en fait, pour vous expliquer les comportements qu'on hérite et ceux qu'on projette. Euh, dans, euh, Dans ce qu'on hérite, il y a l'identification, où en fait, en observant le parent pendant qu'on est enfant, on capte ses défauts. On peut aussi capter toutes ses blessures d'enfance à lui, que ce soit la mère ou le père pour une fille ou un garçon, c'est pareil, on capte indéfiniment, on ne sait pas pourquoi, plus un tel défaut qu'un autre défaut. Et en plus, à l'âge adulte, on cherchera quelqu'un qui a les mêmes défauts. Il y a aussi le moins renié, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on a envie d'un peu ignorer, qu'on refoule complètement, mais qui finit par ressortir d'une façon ou d'une autre. Une des façons de le faire ressortir, c'est par exemple inconsciemment accuser l'autre de ses propres défauts, mais des défauts qui sont inconscients et qui sont refoulés. Ça permet de comprendre un peu pourquoi est-ce que on est affublé de tel ou tel défaut alors que réellement non. C'est qu'inconsciemment la personne en face de vous lâche tout ce que son inconscient a essayé de refouler, a essayé d'enfouir.
Alors on retrouve aussi dans les conflits amoureux des problèmes de communication. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Des problèmes de communication, souvent des lectures de pensée, où chacun pense que l'autre sait qu'il l'aime, ou chacun pense que l'autre sait qu'il faut faire la vaisselle, qu'il faut faire les courses, qu'il faut s'occuper des enfants, qu'il est triste, ou qu'il est heureux, ou qu'il voudrait que l'autre soit là. Et ça crée d'énormes conflits parce que l'autre ne peut pas deviner. C'est pas parce que c'est la personne de votre vie que cette personne-là, elle pourra par télépathie deviner ce qui va, ce qui ne va pas et ce que vous attendez d'elle. Donc parfois il y a des conflits qui datent de plusieurs décennies et les gens sont en conflit à cause de choses parce qu'ils ont pensé que eh ben c'est évident, donc pourquoi il fallait le dire? Et donc ça crée des conflits, oui mais il le sait, et donc il l'a pas fait, oui mais elle savait que j'étais pas bien, et donc voilà, donc rien que la lecture de pensée, on peut pas fonctionner comme ça. En tout cas, s'il y a des couples qui fonctionnent comme ça, voilà, peut-être des voyants ou je sais pas, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Personne ne peut sentir à la place de l'autre, même si c'est son âme sœur, sa flamme jumelle, tout ce que vous voulez, on peut pas savoir quel est le besoin de la personne à l'instant T. Donc ça, c'est une grande cause de conflit. Il y a aussi, comment dire, pour pas que je me perde, les compulsions de répétition. C'est la faculté de répéter toujours le même comportement, en fait, mais sauf qu'il est inefficace. Donc on recommence, on recommence, on recommence de la même façon. C'est un peu comme ça que fonctionne l'inconscient, c'est-à-dire qu'il a une routine, il la répète, et tant qu'il n'y a rien d'extérieur qui vient bousculer un peu cette routine, eh ben ça reste tel quel. C'est un peu dommage. Sinon, au niveau des conflits aussi, je voulais vous parler un peu de l'agressivité, quand on crie fort, quand on pleure, qu'on essaye de se raccrocher, que c'est les dernières disputes où vraiment on n'en peut plus. En fait, c'est un comportement qui est assez archaïque, qui est assez ancien, et qui date de quand vous étiez tout bébé, en fait. C'est la survie de l'enfant. L'enfant, quand il a faim, quand il a besoin d'être changé, quand il a besoin d'être bercé, il vous fait pas son plus beau sourire. Il va exprimer de l'agressivité, des pleurs, des cris, pour obtenir d'ailleurs ce qu'il obtient à tous les coups, c'est-à-dire du soin, de l'attention, de l'amour, de la nourriture. Donc voilà, donc c'est un comportement qui est inné. Agression, pleurs, cris, eh ben ça va donner l'amour. L'amour et la tendresse vont revenir. Sauf que ça ne fonctionne pas puisqu'on n'est pas des bébés, et en général, quand on est adulte, l'agressivité donne de l'agressivité. Donc c'est absolument pas une solution. Pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette phase conflictuelle, en fait, c'est de lutte pour le pouvoir. Non, j'ai pas terminé. Je voulais vous dire aussi que cette lutte pour le pouvoir, elle avait plusieurs phases, et des phases qui étaient calquées sur le deuil. Le deuil qui se fait en plusieurs phases, entre 1 an et 2 ans, on va dire, très approximativement, où il y a une phase il y a déjà le choc, il y a le déni, il y a de la colère, il y a de la négociation, et puis ensuite il y a l'acceptation. Donc les luttes du pouvoir vont à peu près sur le même rythme, en fait, il y a les mêmes étapes. Quand on arrive au bout, c'est le désespoir, en fait. On n'a pas réussi à négocier, on a un peu lâché les rênes parce qu'on n'a plus d'outils. Qu'on arrive au désespoir, là il y a 50% des couples qui se séparent, tout simplement. Il y en a une grosse moitié restante qui en fait vit un mariage parallèle, c'est-à-dire les gens vont s'épanouir à l'extérieur de leur couple, pas forcément sexuellement, mais professionnellement ou personnellement, avec des amis intimes, pouvoir sortir, se divertir, se lancer à fond dans une profession, dans un métier, ou alors tout simplement avoir une double vie, une autre famille, une autre femme, une maîtresse, un amant, voilà, tout ça. Donc je vous ai dit, ça c'est une grosse moitié, mais en fait non, on va dire que c'est 45%, parce qu'il nous reste 5% en fait de couples qui tiennent bon, en fait, qui tiennent bon et qui arrivent à passer outre cette phase conflictuelle, et qui arrivent à dépasser ça.
Et les couples qui arrivent à dépasser ça, c'est ceux qui en fait ont compris que les conflits actuels en fait venaient de blessures de l'enfance qui sont beaucoup plus lointains. Et donc du coup, ils arrivent à conscientiser un peu ce qui se passe et à passer en phase consciente. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine vidéo, c'est hyper intéressant aussi. Le couple conscient, c'est juste magique. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis 10 minutes, je suis désolée. Bonne soirée, ciao.